Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre du webinaire consacré à la transmission des cryptoactifs. Euh, Ce webinaire est organisé par Cryptcool, par la plateforme Cryptcool. Et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Maître Charlène Baron, qui est notaire, spécialiste des cryptoactifs et qui va participer pendant toute la durée de ce webinaire qui durera peut-être 1 heure et demie à peu près. Euh, en sa qualité de notaire expert. Donc, la transmission des cryptoactifs, elle va recouvrir aujourd'hui 2 thèmes principaux que sont la succession et la donation. Ce sont 2 questions très, très vastes qu'on ne surveillera, qu'on n'approfondira pas complètement aujourd'hui parce que l'une et l'autre demandent énormément de précisions, sont en pleine de cas particuliers et on va rester un petit peu dans les grandes lignes, les grands principes du droit positif en France aujourd'hui. Mais l'idée, c'est vraiment de véhiculer les, les, les règles qui s'appliquent aujourd'hui en matière juridique et en matière fiscale à ces deux pans du droit que sont la succession et la donation. Puisqu'on a encore quelques secondes devant nous, je vais demander à Alexis de se présenter et de nous parler un tout petit peu de son rôle dans Cryptcool. Alors moi du coup c'est Alexis Beglin, j'ai rejoint le groupe Ocoff il y a maintenant 4 ans. À la base je suis intervenu sur le projet Vera One que peut-être certains d'entre vous connaissent. Il s'agit d'un token adossé à l'or. Donc en fait c'est de l'or physique tokenisé qu'on peut directement utiliser sur la blockchain. Et du coup depuis la création aussi sur Cryptcool qui est notre plateforme PSAN et qui a pour objectif de proposer une plateforme simplifiant l'investissement en crypto, donc qui a vocation vraiment à s'éloigner un petit peu de ces plateformes complexes et de vraiment simplifier cet univers qui peut paraître complexe de prime abord, et aussi de proposer un système de garde unique des actifs au travers des infrastructures du groupe OCOF, donc qui utilisent en fait ces infrastructures de chambre forte pour la conservation physique des clés qui permettent l'accès aux cryptos. Merci beaucoup, Alexis. Est-ce que tu peux juste nous rappeler en quelques mots ce que c'est un PSAN? Alors, PSAN, c'est un prestataire de services sur actifs numériques. C'est un enregistrement qui est obligatoire en France pour pouvoir fournir des services sur de la crypto, c'est-à-dire à la fois l'achat avec de la monnaie fiduciaire, donc acheter des cryptos avec de l'euro, échanger des cryptos contre d'autres cryptos, la conservation de cryptos, et enfin un service qui est un petit peu plus spécifique, qui est l'exploitation d'une plateforme boursière. Donc, ce n'est pas ce que fait Cryptcool, étant donné que c'est un petit peu plus complexe en termes d'utilisation. Merci beaucoup. Donc, on comprend que un enregistrement PSAN est un gage de sérieux pour toute plateforme qui en bénéficie aujourd'hui en France. C'est ça, tout à fait. Il y en a à peu près une centaine en France, et ce nombre risque de se réduire un petit peu avec du coup l'arrivée de la réglementation européenne MiCA, qui va resserrer un petit peu les acteurs, et Cryptcool souhaite aller d'ailleurs vers cet enregistrement européen. Je te remercie beaucoup pour ces explications très claires. De toute façon, nous reviendrons certainement à des occasions ultérieures sur les sujets MiCA, réglementation européenne, plateforme crypto, euh, qui, à mon avis, nous permettront de développer d'autres webinaires, d'autres d'autres sujets approfondis. Je suis très contente parce que là, je vois arriver dans notre, dans notre webinaire Charlène. Désolée Bonjour pour ça. Charlène. Bonjour, bonjour à tous. Enchantée d'être avec vous ce soir. Nous sommes ravis de vous accueillir. Alors, bon, j'ai un tout petit peu teasé votre arrivée auprès de tous les gens qui nous écoutent ce soir. Mais donc, je vais Oui. recommencer. Vous êtes C'est bien, Charlène merci, Baron. c'est gentil. Vous êtes notaire, Oui, vous êtes installée à Saint-Médard-en-Jalles, vous travaillez pour les études Moreau exactement. et vous avez une expertise en cryptoactifs.
Oui, tout à fait. Et bien, je suis ravie d'être avec vous ce soir et de vous rejoindre pour cet passionnant débat sur la transmission des crypto-monnaies, succession et donation, hein. C'est vraiment deux sujets essentiels. Et donc, effectivement, on a toujours besoin d'éclaircissement et on est encore dans un sujet assez mystérieux, parfois assez encore avec des contours un peu flous parfois. Mais il y a des choses aussi qu'on connaît, qu'on sait, et surtout, c'était l'importance aussi de pouvoir les transférer ce soir et de les partager avec vous. Petit retour d'expérience ou petite anticipation qu'on imagine aujourd'hui au niveau du notariat sur cette transmission qui est au cœur des débats et au cœur de notre métier. Bien sûr, on ne peut pas faire sans, hein, aujourd'hui. Nous, c'est un sujet essentiel et les actifs aujourd'hui que l'on transmet, eh bien, font apparaître clairement aujourd'hui les cryptoactifs, hein. C'est incontournable. Voilà. Très bien. Je vous remercie. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet pour ne pas perdre de temps. Donc, j'expliquais que nous allions voir ces sujets en 4 temps. Oui. Enfin, le premier va très rapidement passer sur le contexte juridique et fiscal actuel, Oui. qui nous permet de voir justement quels sont les droits, les obligations en matière notamment fiscale Absolument. dans le domaine des cryptoactifs. Et puis après, très logiquement, on va balayer la succession, la donation, avant d'arriver aux questions-réponses des gens qui nous ont écrit. Et le contexte juridique, vous voulez que... Si vous voulez nous dire très rapidement, par exemple, quels sont les deux types d'obligations fiscales aujourd'hui en France. Parfait. Pardon, un petit relais à l'équipe. Oui, deux obligations fiscales qui sont effectivement tout à fait essentielles aujourd'hui, c'est-à-dire qui sont de deux ordres. On a d'abord l'obligation fiscale de déclaration de l'existant finalement, hein, donc de la détention, l'utilisation, ouverture ou clôture des comptes, de chaque compte numérique à l'étranger, et ce, même s'il n'y a eu aucune transaction dans l'année. Si on détient des comptes dans l'année d'imposition, il faut effectivement le déclarer au titre de l'impôt sur les revenus. On a un formulaire pour cela. C'est l'article 39.16 bis et c'est imposé par le Code général des impôts, hein, à l'article 1649C du Code général des impôts précisément. Donc effectivement, il faut le dire d'ailleurs très précisément, cette obligation, elle est sanctionnée, hein. Si on a une omission, une inexactitude ou effectivement un non-respect de l'obligation, eh bien, il y a des sanctions financières qui sont à la clé et donc évidemment une nécessité de le faire. Alors on le souligne, hein, pour les comptes qui sont plateformes françaises, il n'y a pas d'obligation de déclaration, c'est vraiment pour les comptes étrangers. Tous les actifs étrangers d'ailleurs, ils sont soumis et donc les cryptoactifs à l'étranger n'y font pas, n'y échappent pas. La deuxième obligation fiscale tient à la déclaration des plus-values sur des cessions lorsque ces cessions excèdent un montant de 305 €. Donc c'est assez rapide, hein, vous voyez, dès qu'on a 305 €, dès qu'on a 305 €, on a effectivement une nécessité de déclaration. Donc ici, une imposition assez rapide au niveau des crypto-monnaies. Donc deux obligations fiscales bien nettes ici. Oui, je me permets juste de préciser, quant à l'obligation de déclaration des comptes, qu'effectivement, on est obligé de déclarer ces comptes à l'étranger, puisque les comptes qui Oui, sont détenus en France absolument. sont de fait déclarés Exactement. aux services Ils sont fiscaux. de fait déclarés, absolument. Donc, du coup, on n'a pas besoin d'une obligation complémentaire. La crypto-monnaie n'est pas un actif particulier, en ce sens qu'on n'a pas besoin d'avoir une ligne particulière pour les comptes français. C'est déjà déclaré absolument. Et donc, c'est vraiment les comptes à l'étranger qu'on recherche en termes d'imposition, enfin de déclaration. Je vous remercie pour ces explications très claires. Pour venir aux cryptoactifs et à notre sujet précisément, un portefeuille de crypto est considéré aujourd'hui comme un actif patrimonial. Donc, il peut faire l'objet d'une transmission, à savoir une donation et une succession. À ce titre, en fait, on relève deux niveaux d'imposition. D'une part, les impositions classiques qui s'appliquent à toute donation ou succession, comme pour n'importe quel autre actif. Et d'autre part, l'imposition qui résulte de la vente des biens reçus en donation ou en succession. Absolument. Donc, je vais vous laisser développer un petit peu ces points que j'ai introduits. Voilà, je vous donne la parole. Alexis, si vous voulez préciser un tout petit point sur le régime de la flat tax avant que je développe peut-être les successions. Oui, alors la flat tax va être applicable en fait sur l'ensemble des plus-values de cession.
donc avec une logique assez comparable à celle des cessions partielles d'assurance vie lorsqu'on ne cède pas l'entièreté de son portefeuille. Et en fait, ces gains vont être imposables à hauteur de la flat tax, donc c'est-à-dire de 30% par défaut, avec la possibilité d'opter pour l'option au barème progressif de l'impôt, c'est-à-dire que le taux d'imposition sera égal à votre taux marginal d'imposition sur le revenu, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%. Merci Alexis pour ces précisions. Globalement, voilà, il y a deux types de fiscalité applicables à la crypto. Soit la flat tax 30%, soit le barème progressif. Exactement. La question, c'est de savoir, enfin, la question de déterminer lequel est le plus intéressant, lequel on veut choisir, c'est essentiellement une question de revenu global. Si je comprends bien. Tout à fait. Si je dois résumer. D'un point de vue général, les contribuables qui sont dans la tranche à 0 ou à 11% ont plutôt intérêt à aller vers l'option au barème progressif, tandis que ceux qui sont déjà à la tranche à 30% ou plus doivent privilégier la flat tax. Mais ça peut dépendre un petit peu de la composition des revenus et du foyer fiscal. Donc toujours à faire un arbitrage en fonction de sa situation personnelle. Oui, très bien. Donc on va aborder la première partie consacrée à la succession. Absolument. À la succession des cryptos que la Direction générale des finances publiques qualifie d'unité de compte virtuel stocké sur un support électronique et qui aujourd'hui donc font partie de l'actif successoral imposable d'un défunt. Ce qui implique d'anticiper un certain nombre de questions et de démarches afin que la liquidation de cette succession se passe au mieux, Charlène. Exactement, mais c'est tout à fait ça. En fait, l'anticipation de la succession, elle est fondamentale. Hein. On le répétera jamais assez. C'est effectivement la clé, sans jeu de mots. C'est vraiment la clé. Donc, l'anticipation, il se voit à travers plusieurs supports. On peut avoir un support de comment dirais-je, de mandat à titre posthume ou de mandat de protection future. Et ça, c'est en cas évidemment d'incapacité ou de décès. On peut l'anticiper en fait à travers ce type d'instrument pour aller donner des feuilles de route finalement. Hein, en cas de décès, pour savoir comment on va le faire, comment vont gérer les ayants droit, etc. Ces supports-là, ils sont intéressants de ce point de vue-là. Alors, ils sont encore en cours de travail, il faut les développer, mais c'est peut-être une piste très intéressante. Et puis, bien sûr, on a ce qu'on connaît un petit peu davantage et ce qui est déjà usité pour l'avoir fait notamment chez nous, c'est vraiment de rédiger un testament. Alors, un ou des testaments d'ailleurs, mais il y a plusieurs accès que l'on peut donner en fait à l'anticipation et le testament est un bon accès. Alors, le testament, il est papier. Alors, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'aller rechercher finalement des outils tout à fait classiques, voire abandonnés, comme le testament mystique, qui est un testament cacheté, dans lequel on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment d'aller rechercher ces outils-là ancestraux, si j'ose dire, qui ont été un peu abandonnés, au service de la technologie aujourd'hui. C'est quand même assez intéressant d'un point de vue notarial aussi. Et donc, ce testament, il va permettre en fait d'inclure à l'intérieur un certain nombre de données, plus ou moins sensibles. Alors attention, on fait toujours très attention à ne pas transmettre la totalité, évidemment, d'une clé privée, de code d'accès. Ça, on ne le recommande absolument pas, bien évidemment, pour une raison évidente de sécurité. Mais on peut tout à fait aller rechercher dans le testament la possibilité, finalement, de transmettre partie de ces codes ou des lieux où peuvent être transposés ces codes. Alors, aller rechercher un tiers de confiance, c'est vrai que ça peut paraître un peu curieux, parce qu'on veut justement, en étant acquéreur de crypto-monnaie, aller un peu décentraliser cette question, ne pas se référer finalement à une entité de contrôle. Et à travers ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire la fiscalité, à travers maintenant ce que l'on propose, c'est-à-dire les modes de transmission, on va aller rechercher finalement des tiers extérieurs de confiance et raccrocher finalement la crypto-monnaie à des choses plutôt classiques. Oui, c'est vrai, mais on va être un petit peu astreint à ça tout de même si on organise les choses de manière très sécurisée pour ne pas aller contrarier cette nature un peu secrète, un peu confidentielle. Bon.
Donc vraiment, le testament, c'est ça. C'est d'aller rechercher. Et d'ailleurs, dans le congrès des notaires de 2021, qui a exposé beaucoup de solutions très intéressantes sur la transmission crypto-monnaie, c'est ce qu'on proposait, c'est des solutions de partage de clés, de testament mystique qui permet de protéger et de garder secret une partie de cette clé privée. Donc l'importance de transmettre les clés privées, de communiquer aux héritiers, de les former même sur l'avenir, ça ce sont des questions fondamentales en matière de transmission. Et puis il y a un intérêt aussi du testament, c'est d'aller organiser l'exécuteur testamentaire et donc la façon dont on va gérer finalement les cryptoactifs après soi. Vous voyez, c'est en parallèle avec le mandat de protection future et le mandat effet posthume. On peut vraiment aller trouver des outils dans le testament, dans ces mandats, pour aller chercher la manière de transmettre et de transmettre de manière pérenne en donnant des outils pour que ça fonctionne après. Communiquer les comptes aussi, sur lesquels, évidemment, l'existence, ne serait-ce que l'existence des comptes, on l'a vu déjà avec l'obligation déclarative, la déclaration d'impôt va déjà nous donner des axes de conduite, donc on la demande à l'ouverture d'une succession pour vérifier qu'on n'ait pas de cryptoactifs, à l'instar des autres actifs, mais aussi on va aller évidemment rechercher à travers un testament ou un coffre-fort numérique ou quoi que ce soit, ce que le testateur, le détenteur de cryptoactifs a pu communiquer comme étant de l'existant de cryptoactifs dans son patrimoine. Évidemment, on va, nous notaires, quand on recommande au niveau du testament, on va recommander de lister ces cryptoactifs. Pas que dans le testament, parce que vous comprenez bien qu'il va devenir caduc à un moment donné avec les arbitrages que l'on peut faire sur les comptes, mais il faut aller rechercher le moyen d'aller ailleurs stocker l'information pour pouvoir la retrouver au décès, un coffre-fort numérique, un coffre-fort, un papier, peu importe. Et bien sûr, transmettre de manière séparée les codes d'accès de la manière la plus sécurisée possible. Ce qui est intéressant de savoir par rapport à la pratique notariale, moi, je n'ai pas eu encore le plaisir, sauf pour un compte en ligne une fois, mais je n'ai pas prospéré et pourtant j'avais donné toutes les possibilités de le retrouver. Mais je n'ai pas eu beaucoup d'ouverture de succession encore avec des coffres, des comptes à l'étranger ou des coffres forts numériques, quoi que ce soit, qui contiennent de la crypto-monnaie. Et on a 2 recommandations quand même pour l'ouverture des comptes à l'étranger, pour aller rechercher ces codes d'accès s'ils n'ont pas été transmis. On peut très bien aller demander à un avocat local d'aller finalement, par une procuration, en fait, demander de transmettre aux plateformes en fait, les codes d'accès aux héritiers ou encore confier les demandes à un huissier de justice qui va pouvoir se charger des formalités de transmission, et ce, sous l'égide d'un règlement européen ou de la Convention de La Haye selon le pays, avec évidemment le respect de l'apostille selon les pays de destination. Donc tout ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on a des clés, si vous voulez, pour aller des outils, pour aller rechercher quand même, si on connaît l'existence des comptes, aller rechercher les accès. Donc l'important, c'est évidemment de déclarer ces comptes, de transmettre l'information. Sans ça, on pourra évidemment avoir beaucoup de difficultés à récupérer. Et puis le testament, eh bien, c'est l'occasion de choisir non seulement un exécuteur testamentaire, un endroit où placer les choses, mais surtout aussi la loi applicable à la succession, ce qu'on appelle la professio juris. Alors selon les cas, évidemment, il faut regarder le cas d'espèce et voir si, évidemment, on peut choisir la loi applicable à sa succession en fonction du pays dans lequel le détenteur réside ou à sa nationalité. Ça me donne donc du coup un petit lien vers poser vraiment les bases de ce qu'est la loi applicable à la succession. C'est intéressant de le savoir en matière de crypto-monnaie et de poser donc un petit peu les règles. C'est-à-dire qu'en France, la succession, elle va s'ouvrir sous l'égide de l'article 750 terre du CGI, pour être très spécifique. Elle va s'ouvrir si le défunt est domicilié en France. Si il y a un des héritiers qui a été domicilié en France de manière plus ou moins continue d'ailleurs pendant les 6 des 10 années précédant le décès, ou encore si le compte cryptoactif est détenu en France. Donc on a des éléments de rattachement à la France de facto. Alors bien sûr, dans un contexte international, il va falloir regarder si le pays étranger concerné a avec la France une convention. Donc cette convention qui conduirait peut-être à définir autrement les règles de territorialité et de loi applicables. Donc ça, évidemment, il faut le regarder. Et encore, si l'article 750 n'est pas applicable et si on n'a effectivement pas de convention, il y a encore évidemment le rattachement de la loi du pays dans lequel se situe le détenteur des cryptoactifs qui va pouvoir venir rattacher finalement la loi applicable à la loi française, par exemple s'il est de nationalité française et que la loi du pays définit la loi de la nationalité comme étant la loi applicable à la succession. Donc, c'est un peu complexe, que je vais vite, mais c'est simplement pour dire qu'on a des lois qui définissent quand même de manière spécifique ce qui se passe en succession pour la loi applicable à la succession et qu'on a aussi un peu de pouvoir en fonction de notre cas
d'espèces, eh bien, de savoir si oui ou non on peut rattacher à la loi française, la loi française à la loi successorale applicable à la succession. Donc, c'est intéressant d'aller rechercher finalement des solutions dans ce qui existe aujourd'hui. Voilà, donc c'est vraiment pour faire un petit aparté sur la loi applicable aux crypto-monnaies et se dire que les règles sont déjà bien définies. En allant un tout petit peu plus loin, on peut dire qu'effectivement, on va aller rechercher dans la loi française, au-delà même de la loi applicable à la succession, une fois qu'on est en France, imposable en France, on va se poser la question, mais comment je déclare mes cryptoactifs en cas de décès? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je suis dans un cas complètement exorbitant et avoir une fiscalité complètement incroyable? Est-ce que je suis assujetti à la flat tax? On a plein de questions qui se posent. Eh bien, là aussi, l'État français a défini, la DGFiP a défini finalement les cryptoactifs comme étant un actif rattaché à la même fiscalité que les actifs traditionnels de succession, hors somme d'argent. Donc, en fait, nous sommes dans l'obligation de déclarer les cryptoactifs tels qu'ils soient, au sens large, les jetons, les comptes, ce qu'il y a sur les comptes Ledger, etc. On va les rattacher à la succession et donc les déclarer dans la déclaration de succession qui se dépose dans les 6 mois du décès. Alors, ces 6 mois du décès, bien sûr, à condition qu'on n'ait pas de décès à l'étranger. Il y a des cas d'exonération, mais généralement, c'est 6 mois pour être général. Et donc, on va soumettre ces actifs à l'impôt français de succession. Et l'impôt français de succession, il se calcule en fonction du lien de parenté entre les défunts et ses héritiers, au taux applicable en vigueur selon ce lien de parenté, après application des abattements légaux qui sont disponibles. Donc il ne faut pas qu'il y ait eu de donation dans les 15 années qui précèdent le décès. Si cet abattement a déjà été utilisé en donation, on ne pourra pas le réutiliser. Il faut que les 15 ans entre la donation et le décès soient écoulés. Donc ça, c'est important. On est vraiment sur une fiscalité que l'on connaît en matière de cryptoactifs. On n'est pas perdu. Donc, vraiment, on sait où aller. Donc, évidemment, vous allez me dire, nombreux sont ceux qui vont se dire, je n'ai pas envie de déclarer mes actifs en succession. Je n'ai pas envie d'être attaché à cette loi française. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, j'ai acheté des cryptoactifs, je suis dans une unité décentralisée et on va me demander finalement d'être, comme tout autre actif, rattaché à la loi fiscale. Alors, on peut être tenté, oui, mais attention. Parce qu'évidemment, les héritiers qui vont recevoir, eux, ces cryptoactifs, ils vont être à un moment donné sujet à ce qu'on appelle l'obligation TRACFIN, c'est-à-dire l'obligation de traçabilité des fonds. Et si jamais je n'ai pas déclaré correctement mes cryptoactifs, eh bien, quand la banque va me demander de justifier, quand je vais convertir en monnaie fiduciaire, monnaie fiat, mes cryptoactifs, on va demander de justifier d'où ça vient. Donc, si on ne les a pas déclarés, en succession, mais comme en donation, eh bien, je vais avoir un problème de traçabilité. Donc oui, à un moment donné, on va être obligé d'être assujetti à cette obligation de déclaration fiscale. Donc, bien sûr, on revient toujours au même et on reboot. Donc, bien sûr, faites attention à bien déclarer dans votre impôt sur le revenu, à bien déclarer vos cessions pour payer la plus-value qui s'y rapporte à hauteur de 305 € de cession. Bien sûr, allez faire cette diligence parce qu'il y a un autre problème en succession. C'est que quand on accepte une succession, eh bien, on accepte tout. On accepte ses dettes à l'instar de l'acceptation de l'actif. Et quand on accepte des cryptoactifs, on est d'accord, il y a une fluctuation du prix, etc. Ça peut déjà effrayer. Mais au-delà de ça, il y a un passif qui s'attache à ces cryptoactifs. Si jamais on n'a pas déclaré les cryptoactifs comme il fallait, on va avoir des potentielles majorations, redressements, etc. de l'administration fiscale. Et ça, c'est un passif successoral. Donc, il faut évidemment s'astreindre à cette obligation pour cette raison d'origine des fonds, pour cette raison de risque pour vos propres héritiers si vous êtes détenteur de cryptoactifs et que vous ne déclarez pas. Et évidemment, l'administration fiscale, elle a un droit de regard elle revient 3 ans en arrière, plus l'année en cours. Elle peut regarder évidemment, en cas de fraude, elle peut aller plus loin encore. Donc, il faut effectivement déclarer ses actifs et c'est très important pour qu'il n'y ait pas d'inconnu dans la succession. Parce que l'héritier, lui, il va devoir s'assurer, il a un travail à faire aussi, en corrélant, si vous voulez, l'historique des transactions avec ce qui a été déclaré. Il va devoir faire ce travail avec le notaire de corroborer. Est-ce que j'ai une traçabilité correcte? Est-ce que tout a été bien fait? Et évidemment, avec l'IA de demain qui va permettre au Trésor public de tout corroborer, on est sûr que, évidemment, l'obligation fiscale demain, ça va être d'être tout à fait conforme à ce que l'administration a sous les yeux. Donc, il faut évidemment aller chercher cette performance fiscale. Évidemment,
si on a des majorations, etc., qui sont dues avant le décès, je ne parle pas après le décès, mais qui sont dues avant le décès, ça va évidemment être un passif de succession et se déduire. On ne va pas payer des droits sur ce que l'on doit payer, évidemment. Mais donc, à hauteur des majorations, des intérêts et de ce qui a été un manquement à l'obligation fiscale, on ne va pas payer d'impôts. Mais pour autant, il y a quand même un risque sur une acceptation de succession qui soit peut-être déficitaire, à vérifier quand même. Donc cette obligation, elle est importante, il faut le vérifier. L'administration fiscale, elle n'est pas censée, en plus, toujours, ça dépend du dossier, mais elle peut ne pas accorder aussi la restitution. Ça, c'est aussi un autre problème. Alors, il y a un autre souci aussi, et c'est un souci qu'on connaît bien. C'est qu'en matière de succession, quand vous avez des cryptoactifs, eh bien, ces cryptoactifs ne sont pas liquides. Ce n'est pas de l'argent. C'est-à-dire que l'administration fiscale n'acceptera pas d'être payée aujourd'hui en crypto-monnaie au titre des droits de succession. Donc, si jamais vous n'avez pas de liquidité à côté dans votre succession pour payer l'impôt, eh bien, l'administration fiscale, elle va vous demander de payer l'impôt le plus tôt possible et vous êtes astreint finalement à vendre vos cryptoactifs, avec le problème qu'on connaît. Il faut rappeler quand même que lorsqu'on ouvre une succession, le calcul de l'impôt, il se fait selon la valeur des biens au jour du décès. On fait une photographie du patrimoine au jour du décès. Et on a dans l'acte de décès la date et l'heure du décès. Vous me suivez? On a une traçabilité parfaite de tous les comptes à l'heure précise du décès. On a une possibilité d'avoir une valorisation très précise sur les comptes en ligne, etc., des cryptoactifs. Et sur la nature des cryptoactifs, on a une possibilité d'avoir des comptes très précis. Alors, sauf ce qui est jeton, NFT, etc., parce que là, vous comprenez bien que le jeton, il est rattaché peut-être à un objet d'art, à quoi que ce soit, et pour savoir sa valeur, il faut le vendre. Alors là, c'est très différent. Autant sur les plateformes et les comptes en ligne, on va avoir vraiment une possibilité de retracer la valeur, autant sur des jetons NFC et autres, on va avoir un peu plus de difficultés. Donc, au-delà de cette difficulté de valorisation, on a quand même, pour certains actifs, ceux qui sont en ligne, etc., une possibilité d'avoir précisément la valeur. Sauf que cette valeur aujourd'hui décès, ce n'est pas la valeur à T+1. Et quand on va payer effectivement les droits de succession qu'on va vouloir vendre, la valeur aura peut-être chuté. Donc évidemment, il y a un impôt un peu injuste. On va dire il faut qu'on paye en fonction de l'actif au jour du décès, mais demain, on n'aura peut-être pas les moyens de le payer. Donc il y a des solutions, et je rattache là à l'anticipation successorale, parce que finalement, ce qu'on tire comme conséquence en succession, c'est ce que l'on prend pour finalement modèle pour anticiper au mieux cette transmission. Et dans la transmission, dans l'anticipation de la transmission, eh bien, on va peut-être prévoir dans un mandat à effet posthume ou dans un testament de peut-être stabiliser les cryptoactifs au jour du décès pour permettre aux héritiers d'avoir une cohérence entre ce qu'ils payent et ce qu'ils reçoivent vraiment. Pas mal de petites pistes comme ça qui pourraient être étudiées et qui permettent l'anticipation au mieux pour les héritiers, pour non seulement leur permettre de connaître l'actif, de connaître les accès de l'actif, mais aussi demain peut-être la valorisation et de les sécuriser sur cette valorisation. Alors voilà, au niveau vraiment de la sécurisation et de l'anticipation et des conséquences en succession de si on a fait ou pas, évidemment, cette anticipation, ce sera de toute façon très différent d'appréhension en succession. Mais on a vraiment une nécessité d'anticipation pour appréhender correctement en succession, en sachant qu'on a des règles précises qui s'appliquent et on n'est pas dans le flou par rapport à ça. Tout ce que nous conseille, on a apporté ici aux détenteurs de cryptoactifs, c'est l'obligation de déclaration. L'anticipation selon la personne, sa situation, ce sera peut-être différent, mais il va falloir évidemment l'accompagner là-dedans, dans ce projet-là de sécurisation, de transmission, et laisser aussi le projet à ses héritiers pour qu'ils puissent eux-mêmes appréhender correctement, sécurité l'actif et de la meilleure façon possible. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on a un rôle aussi de conseil. Alors nous, évidemment, on a un rôle de conseil patrimonial sur la transmission, sur la sécurisation, mais il faut rappeler quand même qu'il y a une facilitation de recherche au niveau des plateformes quand elles sont agréées AMF. Donc, quand ce sont des prestataires de services d'actifs numériques reconnus et agréés par l'AMF. Ça nous est même imposé. En tout cas, on va demander effectivement aux détenteurs de cryptoactifs de s'assurer qu'ils sont en sécurité par rapport à leurs prestataires et par rapport à leur patrimoine. Donc, j'en parle parce qu'en succession, c'est
plus aisé d'aller rechercher finalement aussi les informations auprès de ces prestataires qui ont quand même une qualification AMF et qui sont donc solides. Merci beaucoup, Charlène, pour ces explications extrêmement claires. Oui, et vous faites bien de conclure sur l'importance de l'enregistrement PSAN des plateformes comme garantie de transparence et de sécurité pour les justiciables quand arrivent ces questions épineuses et parfois très longues à régler dans un délai toujours trop court. Oui, tout à fait. Voilà, sur la table, aujourd'hui, effectivement, ces plateformes PSAN sont très à même de travailler main dans la main avec les notaires quand il s'agit Exactement. de gérer des sujets tels que les successions. Dans un esprit très pratico-pratique, on avait envisagé de mettre en application tous ces préceptes que vous venez d'évoquer dans un petit cas pratique. Donc l'idée appelons-le Jean, de Jean qui est détenteur de 2 bitcoins et 50 Ethereum et qui décède et qui laisse 2 enfants après lui, lesquels vont devoir gérer cette succession. Donc je vais laisser la main à Alexis pour expliquer globalement comment ça se calcule comment on estime cette succession, comment se calcule évidemment la plus-value sur une cession future d'un portefeuille crypto dans un cas assez simple, hein, somme toute, de cryptoactifs. Pardon. Alors du coup, dans ce cas, nous avons Jean qui a un portefeuille de cryptoactifs d'un montant de 130 000 € au moment du décès, qui va donc être transmis à ses 2 enfants, c'est-à-dire que chaque enfant reçoit une part égale de 65 000 € en équivalent d'actifs numériques. Sur chacune de ces transmissions, en admettant qu'il n'y a pas d'autres actifs qui sont transmis, ils bénéficient chacun d'un abattement de 100 000 € sur les taxes, les droits de mutation à titre gracieux, donc sur la transmission, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit de succession à s'acquitter. Et plus tard, lorsque l'un de ses héritiers va souhaiter vendre son portefeuille d'actifs numériques, s'il s'est valorisé, admettons par exemple que ces 65 000 € se soient transformés en 90 000 €, il va au moment de la cession enregistrer une plus-value, c'est-à-dire que sa plus-value sera de la différence entre la valeur totale de cession et la valeur d'acquisition, qui sera la somme des actifs numériques reçus au moment de la succession. Dans notre cas, il y a 15 000 € de plus-value imposable, donc soit à la flat tax de 30%, soit au barème progressif de l'impôt. Et aussi, à noter que pour ceux qui seraient tentés de passer par une succession en dehors du système légal, l'administration fiscale, si jamais elle n'a pas de preuve d'acquisition des actifs numériques, va considérer que leur valeur d'acquisition est de 0, ce qui ferait supporter en fait aux héritiers un impôt sur les plus-values qui serait bien plus fort que ce qu'ils pourraient avoir en passant par le système légal. Oui, parce que du coup, ils ne pourraient pas justifier d'un prix d'acquisition. Et donc, ils ne pourraient pas le déduire, donc se retrouver imposés sur la valeur globale au décès de Jean. C'est ça. L'administration fiscale, en fait, en absence de preuve d'acquisition, va considérer que l'ensemble des actifs numériques ont été acquis gratuitement et donc, en fait, vont appliquer un régime d'imposition qui va être de 100% de la valeur cédée. Ce qui est plutôt à éviter, étant donné que le montant serait beaucoup plus élevé par rapport à une transmission faite dans les formes dans le cadre légal. De l'importance de la traçabilité des opérations. Merci beaucoup, Alexis, pour cette illustration pratique. On va pouvoir aborder la seconde partie de ce webinaire consacrée à la donation, cette fois, des cryptos, avec le même raisonnement. On va partir un peu des bases juridiques, la législation applicable, les différents types de donations qui existent aujourd'hui dans les grandes lignes, hein, bien sûr. Et puis après, voilà, les questions que ce sujet des donations lève.
Alors oui, effectivement, de donation, je prends un petit peu le relais sur cette question. C'est vrai que on a étudié là la succession. Donc la succession, vous avez vu que on a finalement des droits et des fiscalités qui sont définis et qui sont assez clairs, puisque finalement rattachés aux actifs traditionnels. Eh bien, c'est la même chose en matière de donation. En matière de donation, il n'y a pas de surprise, c'est-à-dire qu'on va appliquer vraiment les droits et la fiscalité, comme on l'a vu tout à l'heure, au barème applicable, au taux applicable en fonction du lien de parenté entre le donateur et les donataires, et on va évidemment appliquer les abattements légaux disponibles. D'ailleurs, ce sont les mêmes abattements en donation et en succession. Les 100 000 euros entre parents et enfants que j'évoquais tout à l'heure, donc entre parents et enfants, on a 100 000 euros d'abattement par parent, par enfant, et applicable tous les 15 ans. Cet impôt-là, il est applicable en succession et en donation. Donc, si on a déjà donné et qu'on décède dans les 15 ans, on ne pourra pas appliquer de deuxième fois l'abattement. Donc, c'est pour ça que je parle d'abattement disponible. Cette législation applicable, elle va conduire évidemment à s'interroger sur la nécessité de déclarer. Et qu'est-ce qu'on déclare et comment on le fait. Alors, là-dessus, c'est assez clair aussi. L'administration fiscale a tranché, on a le droit finalement d'utiliser 2 types de donations. Le don manuel, qu'on peut connaître par ailleurs pour des donations de sommes d'argent ou donations de portefeuille titres, eh bien ce don manuel, effectivement, doit être déclaré par le bénéficiaire, par le donataire, celui qui reçoit vraiment les cryptoactifs. Il doit les déclarer effectivement au service des impôts compétents. Pour ça, on a d'ailleurs directement en ligne, c'est assez facile, on a en ligne directement sur le service public, la plateforme du service public, son espace personnalisé, on peut déclarer directement son impôt de donation. Alors, ceci dit, on peut, et ça, c'est pas forcément c'est un peu moins facile, c'est d'y adjoindre un pacte, le pacte qui définit les conditions du don et la nature du don. On peut y imposer quelques conditions, un petit peu à l'instar de ce qu'on fait nous dans les donations notariées, mais bon, l'essentiel, c'est quand même d'avoir l'information, donc il faut évidemment les manier avec précaution et savoir les utiliser. Mais ce pacte n'est pas toujours inutile. Le problème du don manuel est de 2 ordres, en réalité. Le premier, c'est que quand on déclare le don, on ne le déclare pas forcément concomitamment à la réception du don. C'est-à-dire que quand on va le donner, eh bien, on peut mettre du temps à déclarer. Évidemment, vous allez tout de suite voir le problème, c'est que quand on reçoit, on a une valeur de réception et on doit normalement déclarer à cette valeur-là. Et quand on va déclarer, eh bien, le portefeuille aura complètement changé de valeur. Et donc, évidemment, on a une insécurité, qui existe en crypto de toute façon, mais une insécurité qui tient du coup à cette période de temps qu'on peut mettre à déclarer les cryptos. Donc, non seulement ça, mais en plus, le don manuel n'est pas toujours préconisé. Ça, ce n'est pas valable que pour les cryptoactifs. J'en profite pour en parler de manière globale. C'est-à-dire que quand on fait un don manuel et qu'on a plusieurs enfants, eh bien, il faut savoir que l'enfant qui va recevoir va devoir rendre compte à ses frères et sœurs en succession. Et ça, c'est mésestimé. C'est-à-dire qu'on se dit, mais non, j'ai donné 2 dons manuels un portefeuille de 100 000 cryptos d'un côté, 100 000 de l'autre, et ils ont reçu la même chose. J'ai fait égalitairement les choses. Oui, mais non. C'est-à-dire qu'à la succession, il va falloir que chacun définisse ce qu'il a fait de son argent. Et en fonction de ce qu'il en a fait, il va falloir revaloriser le portefeuille, voir l'actif qui a servi, qui a été acheté avec le portefeuille. Et donc, il va falloir rééquilibrer finalement les dons des uns aux autres. Alors, le pacte adjoint pourrait définir finalement une donation avec une certaine qualité qui permette de ne pas rétablir, etc. Mais il n'empêche que c'est pas tout à fait astucieux. Donc l'idée, et on a un outil super pour ça, c'est la donation partage. Alors bien sûr, là, on va sur un autre terrain. On va sur le terrain de la donation notariée, donation authentique. Alors la donation authentique, déjà simple, c'est-à-dire le don manuel fait à un enfant peut très bien être finalement fait sous forme notariée, et donc on vient sur une donation simple notariée. Là, l'avantage, c'est qu'il déjà il y a une concomitance entre effectivement la donation, à très peu de choses près en tout cas, entre la donation et la tarification de l'acte. Donc ça, c'est certain. On a une preuve, une efficacité, une conservation bien sûr de l'acte, ce qui est important. Évidemment, on a tout le conseil qui va avec sur les clauses dans le cadre de la donation notariée. Alors, donation simple déjà notariée est préconisée pour toutes ces raisons, mais à plus forte raison quand vous avez plusieurs enfants et que vous donnez la même chose, elle est encore plus préconisée puisqu'on va aller vers un acte de donation-partage. Cet acte de donation-partage, il est formidable parce que si tous les enfants sont gratifiés, eh bien, on peut donner un portefeuille en pleine propriété à chacun des enfants
au même moment dans une donation-partage. Et les enfants, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent derrière. Jamais ils auront de compte à rendre à l'un ou à l'autre puisqu'on fige les valeurs au jour de la donation. Et cet outil-là qui est utilisé pour plein d'autres actifs, pour tous les autres actifs du droit français, eh bien, il a aussi son poids en cryptoactifs, d'autant plus que la fiscalité, la volatilité et donc la fiscalité qui pourrait s'y rapporter n'est quand même pas anodine en cette matière. Donc, c'est vraiment intéressant de se dire, si jamais je donne à mes enfants, ils font des choses différentes avec, ils convertissent pas, ils arbitrent ou pas, ils n'auront pas à rendre compte l'un à l'autre. La reddition de compte, d'ailleurs, qui n'est pas facile en succession avec des cryptoactifs, comme vous pouvez l'imaginer. Savoir qui a fait quoi, est-ce qu'il y a un portefeuille, est-ce que c'est des intérêts, est-ce que j'ai arbitré, très difficile. Donc, en plus, il y a un intérêt ici de simplification, évidemment, à tous les niveaux. Alors, je l'ai dit, les règles fiscales sont exactement celles qui... Alors... Si vous arrivez, Charlène. Je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai des petits artifices derrière. C'était très mignon, mais alors j'y suis pour rien. Ou alors j'ai programmé quelque chose sans le savoir, je ne sais pas. Donc voilà, pardon, je ne sais pas d'où ça venait. Donc le barème fiscal, effectivement, le barème fiscal, effectivement, ici, il est intéressant parce que c'est vraiment une donation de classique, en fait. Donc, on applique le barème classique entre parents, entre enfants, ou pas. Ça peut être entre amis, neveux, nièces. C'est exactement le barème posé par l'administration fiscale. Donc, on n'est pas perdu dans cette application de la fiscalité. Et évidemment, on a tous les 15 ans une possibilité de redonner. Donc, en donation partage, en don manuel, en donation simple, notarié, on fait ce qu'on veut, mais en tout cas, le support est intéressant à choisir compte tenu de chaque avantage que cela représente. Et au-delà de ça, la fiscalité est très lisible. Elle est la même qu'en succession et c'est très lisible. Alors, il y a des questions qui se posent. Je l'entends fréquemment en matière de succession. Je vais en toucher 2 mots si vous en êtes d'accord. C'est vraiment comment formaliser les donations. Parce qu'on va dire, oui, très bien, c'est ma donation. Mais enfin, les cryptoactifs, c'est quand même spécial. Est-ce que je peux faire une donation simplement ou est-ce que j'ai vraiment des choses à respecter, etc. Alors, nous, pour donner un petit peu la méthodologie, c'est qu'on peut imaginer 2 types de donations. La donation de la clé, vous imaginez toute la sécurité, toute la fragilité que ça peut comporter. On ne va pas vraiment vers ce type de donation, mais enfin, ça peut être envisagé, évidemment, donner l'accès, tout simplement. Et en donnant l'accès, faire la donation des cryptoactifs qui sont sur ce portefeuille auquel on donne accès. Mais on a une deuxième méthode qui est quand même plus usitée et un peu plus sécurisée, c'est de créer des portefeuilles. Pour les donataires, donc ceux qui reçoivent les cryptoactifs, et de portefeuille à portefeuille, c'est-à-dire du portefeuille du donateur vers le portefeuille du donataire, faire un virement de cryptoactifs. Et ça, c'est top. On va créer des portefeuilles, un ou plusieurs, ça dépend du donateur ou des donataires ou du donataire, et on va créer en fait donc un virement de portefeuille à portefeuille. Alors ça a double intérêt, c'est qu'on va pouvoir avoir une valorisation la veille du rendez-vous. On va demander à ce que la veille du rendez-vous chez nous, on fasse effectivement ce virement. Il va y avoir donc du coup un avis d'opérer, un virement. On va avoir toute la traçabilité, la valorisation, tout ça. On saura donc tarifer, on saura appliquer le barème fiscal, on saura appliquer les droits de l'acte. Et ça, c'est concomitant ou presque. Bon, même s'il y a une volatilité en très peu de temps, on a quand même une bonne sécurité juridique de notre acte. Et on va pouvoir comme ça faire assez facilement l'opération. Vous voyez qu'il y a des solutions quand même en matière de donation qui sont déjà bien abouties. Donc ça, c'est la question qui peut être posée fréquemment et se dire comment on fait. Donc, voilà comment on fait pour cela. Alors, j'ai quand même une petite précision à apporter, c'est que vous l'avez très bien compris, l'administration n'assimile pas les cryptoactifs à de la monnaie fiduciaire. Et en n'assimilant pas, eh bien, on ne peut pas aller vers des terrains, disons, favorables à la somme d'argent. C'est-à-dire qu'on avait avant, en 2005, des dons Sarkozy, ça a été transformé au fil du temps, ça a été pérennisé. C'est des donations exceptionnelles de sommes d'argent. Quand on a moins de 80 ans et que les enfants ou petits-enfants, neveux et nièces à défaut, sont majeurs, on peut donner jusqu'à 31 865 €. C'est un abattement spécial, donation de sommes d'argent pour fluidifier l'économie. Ça, cette vocation-là. On ne peut pas l'appliquer en cryptoactifs. Ce ne sont pas des sommes d'argent. Ça, c'est important. Et c'est pareil, on a des facilités de transmission de l'entreprise avec ce qu'on appelle le tag du trade. On ne peut pas l'appliquer non plus en crypto-actif. Alors, ça évoluera peut-être dans le temps. Aujourd'hui, la législation est la suivante. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas de particularisme pour les crypto-actifs, que ce soit des comptes en ligne, que ce soit des clés Ledger, Trezor, peu importe ce qui est possédé.
que ce soit des NFT, on n'a pas de disposition spéciale cryptoactifs. Ce sont les dispositions qui s'appliquent aux actifs traditionnels hors somme d'argent. Et il est important de savoir qu'il y a des exonérations parfois sur certains actifs, comme ici je vous en ai donné 2, eh bien ça n'est pas applicable aux cryptoactifs. Évidemment, il y a des risques et des précautions à prendre, c'est toujours l'abus de droit, de se dire attention, si je fais une donation, c'est pas dans un but exclusivement fiscal. Ça, c'est valable pour tout, et c'est notamment valable pour les cryptoactifs, parce que j'imagine bien que l'administration fiscale, quand elle va voir apparaître de plus en plus ces donations, elle va y jeter un œil attentif. Donc évidemment, on ne doit pas faire ça juste pour purger l'impôt de plus-value que Alexis nous a exposé tout à l'heure. Voilà, on ne peut pas faire ça que dans ce but-là. De toute façon, il y a des petites règles fiscales qui vont venir rattraper peut-être un peu les foyers fiscaux, mais de toute façon, on n'a évidemment pas intérêt à faire ça dans un but uniquement fiscal, et c'est pas le but. Le but, c'est de transmettre. Vraiment, c'est là le but, de ne pas simplement éluder l'impôt, mais aller vers une transmission pérenne, claire, définie et sécurisée pour les enfants. Je vous remercie beaucoup pour ces explications très claires et très complètes. C'était très judicieux de terminer sur ces notions d'abus de droit quand il s'agit vraiment de détourner un outil pour bénéficier Et oui, malheureusement, d'un avantage indu. De la même manière que pour la première partie, on voulait conclure sur un petit cas pratique pour illustrer ce cas de figure des donations de crypto. Alexis, je te laisse la main aussi parce que tu t'expliques très bien les mécaniques de donation, des différentes étapes de cession et de calcul de plus-value imposable. Donc, si tu veux bien repartir sur le cas de Marie qui souhaite donner un Bitcoin et 25 Ethereum à son fils unique. Alors, du coup, pour le cas de Marie qui va souhaiter donner des actifs numériques à son fils, on va imaginer qu'elle souhaite transmettre un portefeuille valorisé à un instant T à 90 000 euros. Lors de cette transmission, elle va pouvoir, si elle n'a pas fait de donation auparavant, bénéficier de l'abattement de 100 000 euros, étant donné que c'est un héritier en ligne directe. Et donc, lorsque cet héritier va recevoir les 90 000 euros en actifs numériques et que son portefeuille va se valoriser dans le temps, s'il souhaite céder l'intégralité de son portefeuille lorsque celui-ci vaut 120 000 euros, il aura donc une plus-value qui sera équivalente à la différence entre la valeur au décès par rapport à la valeur totale de la cession. Donc la plus-value sur laquelle il pourrait être imposé soit au PFU, soit à l'option du barème progressif de l'impôt sera de 30 000 euros. Ah, on ne t'entend pas, Cécile. Pardon, j'ai coupé mon micro. Je disais, donc c'est sur cette base-là que le modèle d'imposition sera choisi. Très bien, mais on conclut de cette manière notre section sur les donations de cryptoactifs. J'espère que ça a été très complet, c'est certain, très détaillé. Merci Charlène, c'est très très clair. J'espère que merci à vous. tous les gens qui nous écoutent auront compris en fait les différentes questions que ça soulève, la vaste piscine de réponses que ça peut générer, sachant que voilà, quasiment pour chaque cas il y a une réponse, mais que souvent elle est particulière et qu'en fait on peut pas englober comme ça à l'emporte-pièce des cas de figure génériques et penser que parce que ça marchait pour un tel, ça marchera pour quelqu'un d'autre. Donc effectivement, il est très important dans ces sujets-là de se faire accompagner par quelqu'un de compétent et d'éclairer sur le sujet particulier des cryptoactifs, de leur succession et leur transmission, et de leur donation, pardon. On va en venir aux questions qui nous ont, au traitement des questions qui nous ont été posées par un certain nombre d'internautes, d'invités, de gens qui assistent aujourd'hui à notre webinaire. Je propose qu'on les balaye, qu'on les passe en revue les unes après les autres, et on va commencer par ce cas de figure. Alors, j'espère que tout le monde le voit bien. Il est assis, voilà, libellé. Je suis mariée sous le régime de la communauté. En cas de décès, est-ce que mon compte rentre dans le régime de la succession classique?
Alors c'est une question un peu pour moi, si, Oui, bien sûr Charlène, non, c'est essentiellement pour vous. Alors pas toujours j'imagine, mais celle-ci, je pense que je vais y répondre si vous êtes d'accord. Je vous en prie. Alors effectivement, la question est pertinente. Et ça, c'est une question, c'est intéressant, c'est une question un peu générale. J'ai souvent le cas dans mon bureau de personnes qui me demandent, mais en communauté, finalement, est-ce que je suis propriétaire de mes comptes bancaires? C'est un peu pareil, hein. C'est-à-dire, ils sont à mon nom et finalement, ce compte étant à mon nom, forcément, il ne viendra pas au succès, enfin, il n'est pas dans la communauté. Du coup, mon conjoint n'y a pas droit. Alors, si, en fait, en régime de communauté, la base, c'est que les gains et salaires à compter du mariage sont communs. Donc, à condition qu'évidemment, on ait constitué ce portefeuille cryptoactif au moyen de fonds communs, eh bien, le compte cryptoactif sera commun. Même s'il est au nom de l'un ou l'autre des époux, il sera commun en valeur. Et donc, forcément, en cas de dissolution de la communauté et dans ce cas-là par décès, eh bien, la moitié du compte va appartenir à l'un et l'autre des époux, et la moitié qui appartient au défunt vient venir en succession se transmettre à ses héritiers, dont le conjoint fait partie, hein, bien souvent, sauf s'il a été privé de ses droits, dont il fait partie, et avec évidemment les enfants ou les parents, frères et sœurs, tout dépend des cas, mais voilà, avec les héritiers en tout cas. Donc cette partie-là, c'est 50% du compte, s'il est constitué en communauté, ira bien à la succession. Alors, petite précision, si évidemment ce compte était là avant le mariage, on va regarder, il y a des petites particularités, hein, et ça peut être un compte évidemment propre, du coup. Et si, évidemment, il est constitué après le mariage, mais avec des fonds reçus par donation ou succession, ou des fonds possédés avant le mariage, on peut aller rechercher peut-être un caractère propre. Ça, c'est du cas par cas après, mais en effet, généralement, quand c'est constitué avec des gains et salaires, c'est de la communauté 50-50 et 50 tombent en succession. Eh ben, c'était super clair. Merci beaucoup. On passe à la question suivante. Alors, un peu mixte, cette question, elle s'adresse tant à Cryptcool que au notaire que vous êtes. J'aimerais transférer les modestes savoir que je possède chez Coinbase, société étrangère avec Cryptcool. Comment faire? Je n'ai jamais déclaré Coinbase au service des impôts vu que je n'ai acheté que quelques coins qui sont montés à 800, puis stagnent maintenant autour de 240 €. Suis-je en infraction? Alors, on va d'abord répondre à la première question qui concerne le transfert d'actifs numériques depuis une autre plateforme. C'est tout à fait possible. Pour ça, il suffit de vous rapprocher du service client Cryptcool qui va vous donner la marche à suivre pour le faire de manière sécurisée. Et ensuite, concernant la deuxième question, oui, la personne est bien en infraction. Dans ce cas-là, il est conseillé de revenir vers l'administration fiscale pour déclarer le compte d'actifs numériques au plus tôt, étant donné que des sanctions peuvent être appliquées. En faisant le premier pas, c'est-à-dire en allant vers l'administration fiscale, on peut bénéficier du droit à l'erreur qui va permettre d'éviter des pénalités financières. Prouver sa bonne foi, donc. Démontrer sa bonne foi. Très bien, mais je vous remercie pour cette réponse. Très claire également. Plus court, mais pas moins dense. Quelles précautions prendre pour préparer la succession? Bon, ça, je pense qu'on l'a bien vu, bien détaillé il y a quelques minutes. On va pas revenir dessus de manière détaillée. Je ne sais pas, Charlène, si Est-ce vous que je peux avez faire une petite synthèse à ce moment-là? Allez, faites une petite synthèse, voilà, ça va être très bien. Une petite synthèse comme ça, Ouais. effectivement, on a déjà dit beaucoup de choses tout à l'heure, mais en petite synthèse pour récapituler, première précaution, je dirais que c'est de déclarer effectivement à l'impôt sur les revenus la détention, etc., des actifs, on l'a vu, les cessions, quand ils dépassent 305 €. Alors, pourquoi déclarer? Parce que le fait de déclarer, ça va nous donner déjà, au-delà du fait d'être en règle avec l'administration et d'éviter les sanctions, ça va évidemment nous donner un indice sur la détention. Et donc, nous, de pouvoir agir en succession. Donc, la première précaution, son obligation fiscale est aussi finalement une préconisation d'anticipation. Voilà, donc pouvoir déclarer, ça nous donne aussi le moyen de retrouver les actifs. Dresser l'inventaire, deuxième préconisation, dresser l'inventaire des actifs de son vivant de manière actualisée le plus possible, de manière sécurisée bien sûr, coffre-fort, listing informatique, peu importe, papier, et d'en informer ses héritiers. Et la troisième et dernière précaution, c'est d'établir soit un testament et ou mandat de protection future, mandat à effet posthume, qui permettront d'organiser l'exécution des dispositions, mais aussi la transmission au moyen de séparation de la clé privée, au moyen d'indication du lieu de détention, plein de méthodologies qui peuvent être pratiquées en fonction de la situation et de la volonté et qui sont la troisième préconisation de préparation et d'anticipation de la succession.
Merci beaucoup, Charlène. On va passer à la question suivante. On a déjà bien décortiqué il y a peu. Oui, En cas de décès, faut-il déclarer les cryptos détenus et quelles sont les taxes qui s'y appliquent? Bon, je pense que vous pouvez peut-être très rapidement également faire une toute petite synthèse. oui, oui, oui. Alors, en cas de décès, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, bien sûr, il faut déclarer les cryptoactifs comme n'importe quel actif traditionnel. Hein. Et quelle taxe? Alors, c'est ce que j'avais énoncé, que ce soit en matière de succession ou de donation. Il faut déclarer en fonction du lien de parenté entre pour le coup, défunt et ses héritiers, appliquer le barème fiscal. Donc en fonction du lien de parenté, et les taxes qui s'y appliquent sont des taxes progressives après application des abattements disponibles. Et ben voilà, c'était très clair. Merci beaucoup. Question suivante. Le compte étant ouvert avec une pièce d'identité et oula, il y a une petite coquille. Et déclaré, je pense, aux impôts, peut-on transmettre dans un testament les codes d'accès avec le certificat de décès et l'héritier a-t-il accès au compte? Je pense que c'est comme ça qu'il faut le lire. J'y réponds si vous êtes. Mais je vous en prie, Ça vous va? Alors, ça le me va. compte. Alors, oui, alors super. Déclaration aux impôts, déjà super, déjà belle démarche. Là, vraiment, la personne a tout compris. Déjà, on va retrouver. Alors, par contre, transmettre par testament les codes d'accès, je l'ai dit tout à l'heure, non, on évite hein, au maximum. Il faut au maximum éviter l'insécurité. Nous, ce que l'on recherche en tant que tiers de confiance au quotidien, c'est de transmettre avec beaucoup de sécurité. Ça peut ne pas être nous, mais il peut y avoir un cas de vol, il peut y avoir des cas d'accès, etc. Pour au moins 3 raisons. Le vol, comme je viens de le dire, le fait que dans le testament, en plus, ça peut très vite devenir caduque parce qu'il suffit que vous changiez de plateforme ou de code d'accès, vous n'avez pas changé de testament toutes les 2 minutes, donc ça va être assez difficile de maintenir le rythme de la vie numérique par testament. Et puis, le testament, effectivement, enfin, la plateforme peut disparaître, enfin, le testament peut être il y a beaucoup d'insécurité à transmettre les codes d'accès par le testament et pour au moins 3 raisons. Non, il ne faut pas transmettre par testament directement. Ce qu'il faut faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est instaurer peut-être un système par testament mystique d'indication du ou des endroits dans lesquels peuvent se situer ou des plateformes sécurisées qui peuvent stocker ou des endroits sécurisés qui peuvent stocker les codes d'accès et de manière évolutive. Bien. La question suivante va intéresser beaucoup de gens. Comment donner mes cryptos aux petits-enfants de ma compagne sans que le fisc en prenne trop? Alors, j'ai pas, alors très bonne question, hein, mais il n'y a pas de solution miracle, malheureusement. Alors, je comprends de la question donner mes cryptos donc aux petits Ouais. enfants de ma compagne. Donc, compagne, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien ni marital ni patrimonial, c'est-à-dire qu'on n'est ni pacsé ni marié. Donc, déjà entre eux, même s'ils donnaient entre eux, il y avait déjà 60% d'imposition après un abattement de 1 594 €. Donc, déjà, même entre eux, c'est compliqué. Donc, donner aux petits-enfants de la compagne, bah, vous l'aurez compris, c'est la même imposition. 60% d'impôt après abattement de 1 594 €. Alors, là, on est sur des cryptos. Donc, je pourrais dire passer par la voie de l'assurance vie. C'est intéressant parce qu'avec la loi Pacte de 2019, alors attention, en France, j'en ai pas encore vu des supports qui proposaient la crypto-monnaie, mais il y a des contrats d'assurance vie qui sont censés pouvoir proposer, hein, depuis la loi Pacte, des supports en crypto-monnaie. Alors pourquoi pas imaginer ça à l'avenir avec une fiscalité favorable de l'assurance vie, si toutefois c'est en place et on peut l'utiliser. Ça sera peut-être une solution à l'avenir. Sinon, évidemment, je pensais que par la voie du couple, marié ou pacsé, alors ça engagerait monsieur à faire une demande quelconque à madame, on pourrait peut-être envisager une transmission déjà au niveau du couple, mais attention, il faut que ce soit une véritable volonté de transmission. On ne doit pas retourner dans l'abus de droit. Hein. On ne fait pas ça uniquement pour éviter l'impôt des 60% que j'en ai énoncé. C'est vraiment un but de transmission parce qu'on a une volonté précise au-delà du fiscal pour vouloir transmettre l'impôt. Transmettre les crypto-monnaies, pardon. Éviter l'impôt. Donc, pas de mariage blanc, c'est le conseil du jour. Exactement, ni Pax blanc, ni évidemment, hein, tout ça très contrôlé, c'est normal. Pas d'abus de droit, ni au niveau du couple, ni au niveau de la transmission crypto. Tout à fait. Merci Charlène. On continue. Je suis intéressée par les modalités de réalisation d'une donation de cryptoactifs à mes enfants. Il n'y a pas Alors, vraiment de question, mais on comprend
de manière La en creux, volonté on de savoir comprend comment comment faire. faire. Voilà. Savoir exactement. Savoir comment faire. Alors, vous voyez, j'ai dû toucher du doigt déjà tout à l'heure dans le développement ces modalités-là. Alors, mes enfants, intéressant, hein, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Ça veut dire que la donation de partage pourrait pouvoir s'imposer ici pour éviter les redditions de comptes à terme. Vous voyez qu'on revient sur le développement tout à l'heure avec tout son intérêt. Et donc, évidemment, modalité, ça veut dire comment je fais. Hein. Comment je fais? Eh bien, avec le notaire, avec l'aide du notaire, on peut organiser la mise à disposition, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de portefeuille aux donataires, aux enfants qui vont recevoir ces cryptoactifs par virement de portefeuille à portefeuille. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on a des modalités qui sont assez faciles, enfin en tout cas simples et sécurisées, surtout, parce qu'on ne transmet pas de clés, on ne transmet pas d'informations sensibles, on a juste une transmission qui est réelle, qui est actée par un acte authentique, qui est donc, on conserve la preuve, on conserve l'acte, on acte en plus de la valorisation, on a une concomitance de la taxation, donc oui, les modalités existent, elles sont déjà là, elles sont déjà mises en place, on a déjà fait quelques donations de ces types-là. C'est très bien. Merci d'être venu sur ce sujet. Dans le cadre de la transmission, comment intégrer ces wallets de crypto dans le cadre d'une donation-partage en direction de 2 enfants légitimes? Légitime, c'est intéressant. Voilà, par opposition alors, aux vous êtes autres. anonyme, cher auditeur. Bébé. Voilà. Non, alors oui, vraiment, aucun souci là-dessus. Ce que je comprends, c'est que ce sont ses enfants et pas des enfants d'une autre. Oui, bien sûr. Comme tout à l'heure, la personne disait que c'était les enfants de sa compagne. Là, je pense que c'est vraiment ses enfants à lui. Alors, c'est la donation-partage. Vous voyez, là, le terme est bon. On est déjà en direction de 2 enfants. C'est ce que je viens de dire en somme. Donc, évidemment, on peut intégrer ces wallets crypto dans le cadre d'une donation. Non, finalement, c'est en recréer d'autres. C'est créé pour faire un virement de portefeuille à portefeuille et pas indiquer alors, bien sûr, à l'intérieur, on va indiquer la composition du portefeuille. Ce qui est intéressant aussi, peut-être que je ne l'ai pas forcément souligné tout à l'heure, c'est de dire que dans la donation partage, ce qui est intéressant, c'est de faire la même composition de portefeuille. On crée le strict identique portefeuille pour chacun des enfants et chacun en fera ce qu'il voudra. À cette précision près, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. On crée vraiment différents portefeuilles et on fait virement de portefeuille à portefeuille en disant j'avais tant sur un portefeuille, je le fais le virement sur le portefeuille de mes enfants, j'acte la valeur, la fiscalité est claire et j'ai transmis en donation partage pour que les enfants soient sécurisés dans des donations figées. Voilà. Et bien voilà. Merci beaucoup. On continue. Comment effectuer une donation de son vivant? Ah oui, forcément. Plus précisément, donner pour aider à financer une formation d'un enfant. Alors, plus précisément, donner pour aider à financer une formation d'un enfant. Non, j'ai du mal à. Ou alors peut-être. Ou alors du remboursement du prêt. Fait pour financer cette formation. Est-ce qu'on peut finalement utiliser les cryptoactifs pour aller aider un enfant dans sa formation? C'est un enfant, je lis. Oui, un enfant. Alors, moi, je le raccrocherai comme ça tout de suite à un article du Code. Quel article pour la formation? 800 et quelques. 852 du Code civil, qui vient dire qu'effectivement, les études, formation, ça peut rentrer. Les cadeaux, les dons d'usage, etc., les vêtements, l'alimentaire, etc., ne sont pas rapportables. Alors, c'est vrai que c'est un terme technique, le rapport des donations, mais le rapport des donations, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, en simplifié, c'est la reddition de compte qu'on a à faire au jour du décès. C'est-à-dire, si j'ai reçu quelque chose, je dois rendre compte à mes co-héritiers, à mes frères et sœurs ou les autres branches des héritiers. D'accord ? Et bien là, j'ai tendance à vous dire, si on est sous cet article-là, je le raccroche à ça, la formation, c'est de dire si je ne dois pas rendre compte, c'est que j'ai le droit de recevoir du financement, quel qu'il soit, pour pouvoir financer une formation, etc. Alors là, le point, c'est de dire le cryptoactif n'est pas liquide. Donc, quand on reçoit le cryptoactif, sauf si l'organisme de formation accepte d'être payé en cryptoactif, c'est possible, peut-être aux États-Unis ou je ne sais pas, ou même en France, je ne suis pas penchée sur la question, mais s'il accepte d'être payé en crypto, on pourrait rentrer dans cet article 852 du Code civil. À mon sens, pourquoi pas, bien sûr, une donation. Mais alors, au-delà de la donation, vous voyez qu'on peut aider son enfant sans que ce soit une donation. Vous voyez, donc, je ne sais même pas si c'était vraiment une donation. On peut dire que c'est un présent d'usage pour aider à la formation, ou en tout cas que ça rentre dans cette disposition d'article pour ne pas avoir à rapporter, finalement,
le montant qui a été donné pour financer des formations. Bien sûr. Voilà, j'irais plutôt sur ce schéma-là. Maintenant, si c'est vraiment une formation excessivement chère, que c'est un peu exorbitant, il faut que ça reste toujours, c'est toujours pareil en droit français, il faut que ça reste raisonnable, hein, et par rapport au patrimoine, et par rapport Oui, aux faut que ce règles soit de proportionné. l'activité. Exactement. Donc, que ce soit tout à fait proportionné. Et au Donc, reste et aux autres ayants absolument. droit, j'imagine. Oui. Absolument. Si c'est complètement exorbitant et qu'on dit c'est une formation, mais sous l'égide de la formation, on passe des séjours à Hawaï, etc., pour faire du surf, etc. Je n'en sais rien, hein, je dis ça. Voilà, Oui, c'est c'est ça. un exemple, on est près de la mer, c'est pour ça que je me permets. Mais voilà, en fait, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de dire, attention, si c'est exorbitant, on va quand même aller vers une donation. Et oui, on sera en dehors du champ de l'article 852. Il faut être raisonnable, bien sûr. Très bien. Les cryptos peuvent-elles être, comme toute autre valeur, finalement, peuvent-elles faire plutôt l'objet de dons d'usage? Eh ben oui, ça vous l'avez bien évoqué. Dons d'usage, c'est intéressant ces dons d'usage parce que il y a beaucoup de personnes s'y intéressent en fait. On nous pose très souvent la question à l'étude aussi. Les dons d'usage. Alors je recherche une définition de la Cour de cassation. Elle est assez vieille d'ailleurs. Les dons d'usage sont définis par la Cour de cassation 88, vous voyez, sur la définition des dons d'usage. C'est défini par la jurisprudence civile comme étant, et c'est toujours valable comme définition, hein, c'est toujours ça, les cadeaux faits à l'occasion de certains événements, conformément à l'usage et n'excédant pas une certaine valeur. Dans cette définition, on comprend qu'il faut respecter deux critères. Le premier, c'est le critère de l'événement, c'est-à-dire à quelle occasion je le fais. Est-ce que c'est une occasion habituelle, fiançailles, mariage, fête de fin d'année, fête religieuse, naissance, diplôme, ça peut s'entendre. Et il faut que ce soit n'excédant pas une certaine valeur, donc proportionné au patrimoine, à la fortune du donateur. Alors, logiquement, on dit souvent que ça ne doit pas excéder 2 à 2,5% de la fortune du donateur, à peu près ce qu'on retient. Donc, ça veut dire qu'effectivement, si on est raisonnable dans son don, et si on le fait à l'occasion d'un événement particulier, on peut donner des cadeaux. Et les cadeaux ne sont pas définis c'est pas restrictif. Donc, à mon sens, de cette définition-là, rien ne s'opposerait à ce que dans les cadeaux figure un portefeuille cryptoactif, hein. Une clé d'accès, une ledger, avec son clé d'accès dessus. Attention quand même à la sécurisation, évidemment, de la transmission. Mais en tout cas, oui, rien n'empêche. Évidemment, proportionné, patrimoine, tout ça, ça doit être très sérieux, très encadré, et à l'occasion d'un événement particulier. Mais dans la définition, vous le voyez, il n'y a pas de restriction quant à l'objet du cadeau. À mon sens, le cryptoactif pourrait tout à fait en faire partie. Je vous remercie pour cette réponse très claire. Peut-on ouvrir un compte crypto pour ses enfants, même s'ils sont mineurs? Alors celle-ci, ça va être pour moi. Alors pour l'instant, ce n'est pas encore possible sur la plateforme. En général, il n'y a pas de plateforme qui propose d'ouvrir des comptes pour mineurs, mais il faut savoir qu'au regard de la loi, il n'y a rien qui n'empêche un mineur d'ouvrir un compte. Donc en fait, ça dépend vraiment des plateformes et de leur tolérance en fait à ce type de profil. Et c'est notamment pour ça que nous, sur KeepCool, on envisage prochainement d'ouvrir la possibilité d'ouvrir des comptes pour mineurs s'ils sont rattachés à un parent. Et donc, si cela vous intéresse pour vos enfants, n'hésitez pas à vous rapprocher du service client pour manifester votre intérêt, afin d'être un petit peu dans les listes et d'être dans les premiers à pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité. Merci Une toute beaucoup, Alexis. petite précision. Oui, Charlène. Oh, pardon, je me permets. Non, je vous en prie. C'est juste par rapport à l'ouverture des comptes. Attention, ça fera peut-être l'objet d'autres questions, hein, je ne sais pas, mais ça sera attention à la requalification en donation quand même. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois avoir vu dans ma veille juridique qu'il y a une jurisprudence qui est passée sur les comptes traditionnels. Ça peut passer en don d'usage quand c'est des petites sommes, etc. Mais comme on commence à toucher et d'une part des sommes importantes et ou une obligation de traçabilité eu égard à la nature du cryptoactif quand on cède et on a l'obligation de traçabilité qu'on a évoqué tout à l'heure, TRACFIN, etc., auprès des banques, il y aura une nécessité à un moment donné de justifier de l'origine. Donc, ouvrir des comptes, ça suppose toujours attention à la proportionnalité, attention à ne pas créer un actif vraiment conséquent qui ne serait pas déclaré et qui ferait du coup tout l'écueil de la plus-value qu'a exposé Alexis tout à l'heure. Si on n'a pas de donation, que ça vient de nulle part, ça risque d'être un peu gênant. Eh bien oui.
attention à la requalification, effectivement, la frontière est mince Ou parfois. alors l'absence de requalification et puis la tarification totale en plus-value. Du coup. Voilà. C'est malin. Très bien. Donc, ne pas hésiter à demander conseil avant de se lancer dans ce type d'initiative qui part toujours d'une très bonne intention, mais qui peut finalement se refermer un peu sur les gens comme un piège. Passons à la question suivante. Quid de la succession d'actifs digitaux stockés sur des hardware ou wallets? Concernant la partie technique, comme vous le disait, maître Baron, il faut préparer en fait la transmission de sa phrase de récupération ou de ses clés privées. Ça va être un petit peu plus simple avec les phrases de récupération par rapport à leur caractère et leur côté un petit peu facilement utilisable. Pour ça, on va plutôt recommander le fractionnement, à savoir que nous, sur Keepcool, on va bientôt proposer justement ce service de conservation de fractions de phrases de récupération sur un support scellé par vos soins. C'est-à-dire que vous pourrez directement graver, par exemple, 12 des 24 mots de votre portefeuille que vous pourrez conserver chez nous. Admettons les autres 12 mots chez votre notaire et en fait, à la succession, dans un testament mystique, le notaire va pouvoir venir reconstituer le portefeuille complet et organiser la succession et la répartition des actifs numériques aux différents héritiers. Oui, ça permet une conservation sécurisée et indéfinie d'une phrase de récupération sans risque. Bon, en tout cas, avec un très petit minimum de risque. Et je vous confirme qu'à l'étude, il y a de plus en plus de demandes et que j'organise moi déjà effectivement aussi, comme beaucoup de mes confrères, on est face à ces demandes de plus en plus. Et évidemment, on met en place des solutions avec des testaments mystiques, des samolographes, avec une sorte de codicile à 2C, un testament mystique, etc., où on organise la façon de récupérer ces parties de clés et jamais en possède la clé totale. Ça, de toute façon, je m'y oppose. Mais avoir une partie de clé, c'est vraiment la manière de transmettre. Et donc, effectivement, cette solution-là de sceller une partie qui ne va pas disparaître dans le temps et qui sera sécurisée, ça aussi, c'est aussi intéressant de pouvoir le proposer. Donc là, vraiment, c'est toute l'anticipation de la succession et c'est l'enjeu de demain. Pour la récupération des hard wallets. Des hard wallets, donc on ne l'a pas dit parce qu'il y a déjà plein de gens qui connaissent ça par cœur, mais c'est vraiment le fait de disposer de portefeuilles déconnectés d'Internet. Vraiment, c'est les ledgers, c'est les trésors, c'est des clés USB, c'est des choses qui sont complètement déconnectées et qui, si la clé n'est pas transmise, sont totalement perdues. Et là, pour le coup, à la différence des comptes dont on a évoqué tout à l'heure, la possibilité d'aller rechercher à l'étranger ou en France l'accès par le biais des plateformes, etc. Là, pour le coup, on ne peut rien y faire. Si les clés sont disparues, on disparaît. Et ce qui est intéressant aussi, parce que souvent on se dit, ah oui, mais j'ai la clé, mais je n'ai pas la ledger. C'est pas grave, ça c'est ou la trésor. C'est un support, c'est une clé USB. Donc l'essentiel, c'est la clé. Le reste n'a pas d'importance. Il vaut mieux avoir les 24 mots tout seul plutôt que le ledger tout seul. Oui, je le confirme. Alors là, le cadeau pas sympa à faire, c'est de mettre le ledger tout seul dans un coffre-fort. Voilà. Là, vous êtes, c'est très bien, mais alors on va chercher la clé partout, c'est pas l'idéal. Voilà. On poursuit avec une autre question. Des bitcoins sur Ledger appartenant aux enfants depuis plusieurs années avec suivi des transferts de banque, compte à leur nom, et d'achat, sont-ils considérés comme donation ou héritage? Ah ben voilà. Alors, ça recoupe un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors non, pas héritage. C'est-à-dire que l'héritage, c'est vraiment la photographie de l'actif du défunt au jour de la succession. Donc, si c'est déjà au nom de l'enfant, ça ne sera pas considéré comme un héritage. Au pire, c'est requalifié en donation, effectivement. Et oui, ça peut l'être. Encore une fois, soit ça rentre dans le don d'usage, parce que c'est fait à l'occasion, etc. En même temps, très puritain, on est d'accord. On sait que les parents font souvent des transferts, etc., réguliers, etc. Bon, encore une fois, la Cour de cassation, je crois, j'ai pas l'arrêt en tête ici, mais je pourrais aller rechercher, est venu dire que bon, il y avait quand même, c'était apparenté à des dons d'usage. On peut quand même, sur certaines sommes, en fonction de la proportion du patrimoine, on peut le considérer quand même. Et encore une fois, il faut toujours, pareil, garder
la proportion du patrimoine. Gardez en tête aussi que ce sont des cryptoactifs et ce ne sont pas des sommes d'argent. Donc les cryptoactifs, ça peut être rien à un moment donné, ça peut être incroyable après. Donc là, tout l'intérêt du Trésor, c'est quand même la requalification au moment le moins propice, quand même. C'est pour ça que la donation est intéressante. C'est quand on donne, notamment en donation-partage, en des valeurs basses, eh ben on fige les valeurs en valeurs basses. Alors bien sûr, vous allez me dire, on est rattrapé par la patrouille en plus-value. Bien sûr. Mais voilà. Sur moins que sur le capital. Voilà. En fait, il n'y a pas de solution à l'avance, puisque ça dépendra du portefeuille, de son évolution, etc. Et après, c'est à la personne qui le détient d'arbitrer. Quand est-ce que c'est le plus propice de vendre, quand est-ce que c'est le plus propice de donner, etc. Mais en tout cas, il faut que ces solutions soient bien ancrées. Soit on a une donation don d'usage dont on peut justifier, et là, il faut garder les preuves de la justification aussi, ce qui est assez facile par ailleurs, et effectivement, toujours proportionner cette donation aux sommes d'argent. Et puis, on n'oublie pas les banques qui, derrière, quand on cède l'actif, vont demander l'origine des fonds. Il y a ça aussi. Et ça, c'est très bloquant. Je vois dans des ventes, j'ai des personnes avec des cryptoactifs qui sont venus pour acheter, et en banque, on demande, c'est évident, la traçabilité de tout ça. Donc, si vous n'avez pas pu justifier que soit ce sont vos économies qui ont permis de, soit c'est une donation qui a permis de, soit c'est une succession, vous allez avoir des soucis au niveau de traçabilité, surtout dans le contexte que l'on connaît, de suspicion, etc., de fraude et autres. Donc, il faut être vigilant, il faut anticiper plutôt que subir quand c'est trop tard et quand on se dit que finalement, on aurait mieux fait de faire une donation à un moment donné. Puisqu'on en parle, est-on dans l'obligation de déclarer aux impôts les plus-values? Bon, ça, on l'a bien évoqué également. J'imagine que vous pouvez faire une petite synthèse de ce qui a été dit sur cette obligation. Mais enfin, elle fait partie des 2 fondamentales. Oui, tout à fait. C'était la deuxième obligation de déclaration fiscale, celle qu'on évoquait tout à l'heure avec les cessions d'actifs supérieurs à 305 €. À ce moment-là, toutes les plus-values qui conservent ces cessions-là doivent être déclarées. Donc, c'est très rapide. Alors, très rapide. D'ailleurs, j'ai une petite chose à dire là-dessus, c'est que pour l'avoir personnellement fait, je me doutais pas que si moi, j'avais fait de toutes petites sommes comme ça juste pour voir ce que c'était. Et effectivement, je me doutais pas que j'avais à tracer, en fait, pour regarder si j'étais dans cette obligation, à tracer toutes les conversions que j'avais fait en monnaie fiat, en fait. Et je me suis dit, oh là là, mais comment? Donc maintenant, il y a des logiciels qui permettent sur certains comptes, etc. Mais il n'empêche qu'il faut aller chercher cette information, c'est pas facile. Donc, d'aller chercher cette information de qu'est-ce que j'ai fait dans toutes mes transactions sur l'année pour aller déclarer si oui ou non j'étais supérieur à une somme de 305 € de cession. Et si j'ai décédé 305 €, je dois payer de la plus-value, quoi. Oui, une Exactement. obligation. Une obligation, voilà. Alors ça va être un peu pour nous. Comment rédiger l'IFU sans passer par un comptable, car Cryptcool ne le délivre pas? Alexis? Alors, avant tout, pourquoi Cryptcool ne délivre pas l'imprimé fiscal unique, comme pourrait le faire un petit peu votre banque? Parce que le régime d'imposition sur les actifs numériques prend en compte la totalité de votre portefeuille d'actifs numériques. Et en fait, d'un point de vue d'une plateforme, on ne peut pas deviner, entre guillemets, si vous disposez ou non d'actifs numériques en dehors de notre plateforme. Donc, il n'est pas possible de nous-mêmes d'établir en fait l'imprimé fiscal sur la base des actifs que vous avez chez nous. Par contre, nous avons récemment fait un partenariat avec CryptoConta, qui est une plateforme qui permet en fait la synthèse de ces flux crypto et la rédaction justement d'un document qui va pouvoir être délivré à l'administration fiscale, avec la garantie que si toutes les opérations ont bien été retranscrites dans ce fameux logiciel, avoir vraiment une vue globale de sa plus-value et de son imposition estimée en fonction de ses cessions. Merci beaucoup Alexis, et je profite de cette question pour dire justement que les modalités de ce partenariat et donc les modalités de l'utilisation par les clients de Cryptcool de cette fonctionnalité nouvelle seront détaillées par le biais de tutoriels, de vidéos, d'explications très claires qui vous permettront d'appréhender l'outil le mieux possible et en temps voulu quand il s'agira justement de générer ces déclarations. Question suivante.
Alors, vaste sujet. Quels avantages par rapport à l'assurance vie pour laquelle il y a déjà un énorme abonnement? Comment utiliser l'argent d'une succession crypto pour l'achat d'une résidence principale ou autre achat conséquent, puisque les notaires n'acceptent que des virements bancaires? Allez, Charlène, Ouais, autre filiale. clairement, c'est pour moi. Alors, quels avantages par rapport à l'assurance vie? Alors, à première vue, comme ça, déjà, il n'y a pas de lien entre l'assurance vie et la crypto. Donc, comme ça, à première vue, si je prends la question brute, je dirais que on choisit son patrimoine. Et on choisit ce qu'on veut faire de la composition de son patrimoine. Si on choisit une assurance vie parce que le support nous intéresse, et bien sûr, il y a la fiscalité. On parle souvent de fiscalité, et c'est normal. Hein, on est quand même assujetti à l'impôt, donc on parle de la fiscalité, mais il y a aussi l'aspect civil. Hein. Qu'est-ce que je veux faire de mon patrimoine? Est-ce que je veux constituer une assurance vie parce qu'il y a un intérêt civil à le faire, ou est-ce que je veux du cryptoactif parce que c'est autre chose en fait? C'est un autre actif. Donc les deux, à première vue, n'ont rien à voir. On choisit l'un ou l'autre. À première vue, dis-je, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça m'a intéressé, donc j'ai regardé un petit peu la question. La loi Pacte, elle vient en 2019 dire que les assurances-vie peuvent héberger des cryptoactifs. Alors, est-ce qu'on ne résoudrait pas le problème? Finalement, en se disant que si jamais on veut posséder du cryptoactif, alors c'est une autre méthodologie de détention. Attention, hein, c'est pas la même chose. Il faut définir ce que fait l'assurance vie, qui va gérer derrière, etc. Ça, je suis pas sûre que ça se fasse encore en France pour l'avoir regardé rapidement, mais je ne crois pas qu'il y ait de support qui le propose encore. En tout cas, c'est une possibilité ouverte par la loi Pacte de 2019. Et donc, du coup, ça pourrait répondre à la question de cette personne qui se pose la question, pourquoi finalement je ne peux pas bénéficier avec mes cryptoactifs de l'assurance vie? Ça peut être une question comme ça. Hein. Je l'extrapole peut-être, mais c'est peut-être ça. Donc, si c'est ça, il pourrait y avoir les deux pans réunis. Avec, bien sûr, attention, on ne peut pas inventer la poudre. Hein. Donc, si évidemment, il y a du cryptoactif sur l'assurance vie, c'est que le support est risqué. Et donc, comme l'assurance vie peut abriter des actifs risqués, ce serait un actif risqué ou volatile, enfin, on le qualifie comme on veut, à moins de l'adosser à un stablecoin, etc. Bon, après, il y a plein de possibilités. Mais ce que je veux dire, c'est que cette assurance vie, en fonction de ce qu'on y fait, pourrait subir un aléa et un risque que l'on prend ou que l'on ne prend pas. C'est dépendant de ce que l'on veut faire dans son patrimoine. Donc, assurance vie ou cryptoactif, il faut choisir un peu le support en mélangeant peut-être si jamais un jour c'est proposé. Mais en tout cas, la fiscalité des cryptoactifs n'est effectivement pas du tout celle de l'assurance vie. Aujourd'hui, je veux dire, si elle n'est pas abritée sous un support assurance vie. Et l'assurance vie, il faut le rappeler. Alors, j'aime bien ce qu'on dit, il y a déjà un énorme abattement. Attention, un énorme abattement, ça dépend. J'adore. Ça, c'est vraiment la réponse du notaire. Hein. Je sais, on va me dire, oh là là, ça, c'est vraiment notaire. C'est dire, ça dépend. Oui, ça dépend de l'époque à laquelle vous versez vos fonds. Ça dépend quand est-ce que déjà vous avez souscrit votre contrat. Il y a des contrats exonérés, hein, qu'on souscrit avant 91, même 98 pour certains. Il y a déjà des exonérations. Mais quand vous êtes dans des récents contrats, il faut que vous ayez moins de 70 ans. Si vous avez moins de 70 ans, vous avez une fiscalité de l'assurance vie qui est favorable, puisqu'il y a 152 500 € d'abattement par bénéficiaire. Et au-delà, on a un prélèvement forfaitaire libératoire à 20%. Alors au-delà, je dis, il y a quand même des intérêts, etc., qui ne sont pas taxés, mais enfin, je ne rentre pas dans les détails. Et après, vous avez effectivement, après 70 ans, donc même si le contrat a été souscrit avant 70 ans, quand vous versez des primes après 70 ans, il y a un abattement beaucoup moins intéressant. Hein. C'est 30 500 € pour tous les contrats et tous les bénéficiaires. Donc, ça va très vite quand même. Donc, il y a un énorme abattement, oui et non. Ça dépend de l'époque à laquelle on verse. Et donc, du coup, la fiscalité de l'assurance vie ne doit pas être le seul élément et le seul critère de choix de cet actif. Bien sûr que c'est un élément patrimonial, de gestion patrimoniale, mais ça dépend comment on veut constituer son actif, ce qu'on veut en faire et quel risque on veut prendre. Voilà pour cette première partie de question. J'espère y avoir répondu. Comment utiliser l'argent d'une succession crypto pour l'achat d'une résidence principale ou autre achat conséquent? Puisque le notaire n'accepte pas les virements. Il n'y a pas 36 000 solutions. Aujourd'hui, en tout cas, alors, il y a des propositions qui ont été faites dans le congrès des notaires, hein, notamment, où on définit la possibilité théorique de payer en cryptoactifs. Oui, mais effectivement, notre banque, c'est pas notre banque, mais nous, on est rattaché à notre banque, donc on fait qu'un. Donc oui, on refuse les paiements crypto aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne va pas accepter de recevoir de la crypto-monnaie dans les transactions. Il y a des moyens de l'organiser, hein, de transférer le bien concomitamment, plus ou moins concomitamment au transfert des cryptos, mais bon, il faut bien l'encadrer, évidemment. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, pour ceux, et ça m'est arrivé, comme je l'ai dit tout à l'heure, que des personnes viennent me voir et me disent, voilà, moi, pour payer ma résidence principale ou secondaire, peu importe, mais c'est une résidence principale en l'occurrence, j'ai des cryptoactifs. Comment vais-je faire?
ben, malheureusement, il n'y a pas 36 000 solutions. Quand vous avez votre projet immobilier, que vous avez la somme qui est adéquate pour payer, il a stabilisé ses cryptoactifs, il a calculé la flat tax en sortie parce qu'il était assujetti à la flat tax, et il a su combien il allait pouvoir payer en monnaie fiat dans son acquisition. Voilà. Donc évidemment, on ne peut pas échapper à l'impôt, à la flat tax en sortie. Mais ça se fait, c'est faisable. Merci beaucoup, Charlène, pour ces précisions. Est-il nécessaire de signaler au notaire la détention d'un compte crypto, j'imagine? J'ai envie de dire oui. 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 À un moment donné, oui. Oui. Alors, bien sûr, ça dépend du contexte, mais j'imagine bien que si on passe devant nous, c'est pour un des éléments importants de la vie. Donc, généralement, c'est donation, succession, ça peut être changement de régime matrimonial, ça peut être divorce. Évidemment, à toutes les étapes de la transmission, bien sûr, oui, puisque c'est un élément du patrimoine, et que si on ne le signale pas, on a une infraction avec les règles de transmission, et donc fiscale et civile aussi. Oui, très bien. Merci beaucoup. Ah, j'ai fait court. C'est parfait, parce que de toute façon, je crois qu'on arrive à la fin de nos questions. Existe-t-il des outils pour simuler l'impact de dons en crypto au sein de son foyer fiscal? Ça, ça serait formidable. Peut-on réaliser un don en crypto à son conjoint en remboursement d'un achat immobilier réalisé pour deux par ce dernier avec des moyens traditionnels sans supporter la fiscalité dévastatrice du PFU? Elle est très vaste cette question et je pense qu'elle est pleine d'espoir, mais je ne sais pas si vous allez pouvoir. Oui. Alors, je vais essayer d'y répondre, en tout cas dans l'ordre. Existe-t-il des outils pour simuler l'impact d'un don en crypto au sein de son foyer? Alors, je ne sais pas trop ce que veut me dire ici, ce que signifie préciser. Enfin, voilà. Alors, déjà, la première chose, c'est que, comme on l'a dit en exposé, mais c'est bien de le rappeler, c'est que quand on fait un don en cryptoactif, déjà, on fait un don, c'est-à-dire qu'on est assimilé à la fiscalité des donations. Donc, il n'y a pas d'impact sur le foyer fiscal à ce stade. C'est je fais un don cryptoactif, je paye ma fiscalité de donation et je reçois le don. Ce don-là, il a été payé au titre des droits de mutation à titre gratuit par donation et donc il n'est pas réimposé à l'impôt sur le revenu, sauf si, évidemment, comme on l'a vu, il y a des plus-values, etc. Voilà, avec des cessions de plus de 305 €, etc. Donc ça, effectivement, c'est pas forcément... alors, sauf au stade du don, en tout cas, il n'y a pas d'impact sur le foyer. Mais évidemment, avec ce que l'on va en faire, c'est-à-dire la cession, la plus-value calculée, etc., au niveau du foyer fiscal, là, oui, peut-être qu'il y aura des impacts, effectivement, au niveau. Alors, un outil pour simuler l'impact, j'en connais pas. Enfin, si c'est bien ça la question, pour l'instant, je n'en connais pas. Évidemment, le meilleur outil, c'est votre avocat fiscaliste, c'est votre partenaire notaire, c'est tous les partenaires que vous avez autour de vous pour pouvoir vous permettre de calculer. C'est aujourd'hui, je pense, le meilleur outil, sauf s'il y en a un qui existe et que je ne connais pas, mais j'en ai pas vu en simulation, par exemple, comme ça peut être le cas pour l'impôt sur le revenu au titre des impôts, etc. Je n'en ai pas vu pour l'instant. Donc peut-être ça m'a échappé, mais j'avais recherché, je n'ai pas vu pour l'instant. Alors pour la deuxième partie de question, alors celle-ci, elle est bien corsée aussi. Peut-on réaliser un don en crypto à son conjoint en remboursement d'un achat pour deux par ce dernier? Alors là déjà, il faut que je remette dans l'ordre la question pour bien y répondre. Ce que je comprends de cette question, c'est que deux personnes ont acheté ensemble, mais un seul a payé, avec des moyens traditionnels, c'est-à-dire une somme d'argent. Donc déjà, si je comprends conjoint, c'est-à-dire qu'ils sont mariés, parce que en fait, il y a plein de petites questions derrière qui découlent au niveau notarial. C'est pas la même chose si vous avez des récompenses, des créances, etc. Enfin, ça se calcule pas pareil. On va estimer qu'ici, c'est un conjoint donc marié et que ça a créé entre eux une créance ou une récompense. Enfin, en tout cas, un flux entre eux. Donc, le conjoint qui n'a pas payé devra redonner à un moment donné, soit à la communauté, soit à son conjoint, ça dépend du régime matrimonial, la somme d'argent qu'il n'a pas payée. Après, on parle en remboursement de cet achat. Donc, j'imagine que c'est pour régler cette créance, pour l'effacer. Est-ce qu'on peut réaliser un don en crypto? Alors, si on rembourse, on ne donne pas. Soit on donne, soit on rembourse. C'est deux choses différentes. Bon, là, c'est un petit... Voilà, mais je détaille un peu la question là tout de suite. Je pense que la question, si je ne me trompe pas, je peux me tromper, mais c'est de réaliser en fait un remboursement en crypto de la somme payée par l'autre.
Je pense que c'est plutôt ça qu'un don, parce que le don, c'est vraiment Comme le ça, terme juridique. je la comprends aussi. Si effectivement, il y a le remboursement de la somme, donc de la créance payée par l'autre, on va le dire simplement comme ça, pour ne pas rentrer dans les détails, ça voudrait dire qu'on cède de la crypto contre la créance et on efface la créance grâce au remboursement par un moyen de crypto-monnaie. Au moyen de crypto-monnaie. Ce n'est donc pas un don. Ce n'est pas un don. Pour moi, c'est un remboursement, donc c'est un paiement. Vraiment, c'est un paiement. C'est un moyen de paiement, là, ici, finalement. Un moyen d'extinction de la créance, une compensation. Enfin, c'est vrai qu'en juridique, on a plusieurs façons de faire et c'est vrai que ça peut emporter des actes et des modalités particulières dans l'acte. Moi, ce que je pense, c'est que théoriquement, rien ne fait rempart à ça. C'est-à-dire que si la personne, le conjoint, accepte de recevoir des crypto-monnaies, qu'il accepte le risque, hein, parce qu'à un moment T, quand il va être remboursé, ça va valoir tant, et après, à un moment T plus 1, ça ne va pas être la même chose. Donc, est-ce qu'il va accepter déjà de recevoir la crypto en remboursement d'une créance, somme d'argent? Ce que je comprends avec des moyens traditionnels, c'est ça. Déjà, premièrement. Est-ce que s'il accepte, nous, on va pouvoir faire un acte? Pas sûr, parce que c'est quand même compliqué pour nous, on l'a dit tout à l'heure, de mettre de la crypto-monnaie, sauf à envisager un partage, etc. C'est un peu compliqué quand même d'aller valider ces montages-là avec des valorisations, quand est-ce qu'il a fait ce remboursement, etc. Et si tant est qu'on puisse le faire en théorie et que ce soit accepté par le conjoint, en tout cas, ma préconisation, c'est de bien garder la preuve que ça a été remboursé, comme n'importe quelle dette en fait. Quand on rembourse avec des sommes d'argent ou quand on rembourse en payant avec tel moyen, généralement ces sommes d'argent, on va constater qu'on a remboursé une créance. Là, il faut garder la preuve de la date, du montant et de l'effectivité de ce remboursement. Mais honnêtement, je ne l'ai jamais fait, hein, moi, en pratique. Je ne sais pas comment ça pourrait être formalisé en pratique. Est-ce que c'est dans le cadre comme ça au cours du mariage? Est-ce que c'est en cas de dissolution? Ça peut être plein de choses. Et donc, en fonction des circonstances, on pourrait peut-être envisager un partage, une attribution d'un portefeuille à la place du bien immobilier. Vous voyez, une attribution. Là, j'ai quand même l'impression que c'est un remboursement en cours de mariage, juste pour lisser la créance. Voilà, à voir quelles modalités peuvent être mises en place au niveau notarié, mais au niveau théorique, pourquoi pas? Pourquoi pas? Eh bien, très bien. Nous achevons ce tour de questions sur ce pourquoi pas, qui, à mon avis, est vecteur de beaucoup de promesses, de débats et de discussions sur le sujet crypto, transmission, donation, succession. Merci infiniment, Charlène, pour votre participation, vos réponses très éclairées. Très heureuse de voilà, très éclairées et puis très accessibles aussi en compréhension. Merci. Merci infiniment. Non, mais vraiment, je pense que Merci pour à ma vous. part, je pense que ça ouvre d'autres ports sur d'autres sujets inhérents à la dimension patrimoniale des crypto-monnaies et leur traitement. Merci infiniment, Alexis, pour ta participation et pour la construction de ce webinaire. Je pense que c'est le premier, possiblement, d'une série thématique importante. Je remercie tous les participants, tous les gens qui se sont inscrits en masse pour ce webinaire. Manifestement, c'est un sujet qui a intéressé beaucoup de monde ce soir. Je rappelle que vous aurez accès par email dès demain au replay de ce webinaire. Pour ceux qui ne l'ont pas vu en tout ou partie, il sera disponible intégralement sur YouTube. Donc, on vous enverra les liens dès que la vidéo sera disponible. Je vous remercie infiniment et puis je vous dis à très très bientôt pour d'autres thèmes, d'autres sujets, des sujets plus pointus, des sujets divers et variés. Merci infiniment, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.